À Emancipation Park, un discours a fracturé une célébration nocturne. L'ovation initiale s'est fendue quand le visiteur a demandé qui écrit encore les lois et la fraternité s'est soudain mêlée aux soupçons d'ingérence. En réponse, la Jamaïque n'a pas choisi la riposte, mais 48 heures de silence, puis une intervention télévisée posée du Premier ministre où la démocratie est décrite comme pratique et la souveraineté comme principe, non comme posture. Que change, pour vous, ce miroir braqué par Ibrahim Traoré? Car derrière les hashtags opposés et les marchés qui commentent, une leçon persiste. La dignité pèse plus que le volume. Cette analyse fait une promesse simple et exigeante. Dépasser le fracas immédiat pour comprendre la mécanique durable entre parole, respect et pouvoir, sans surinterpréter ni ajouter de faits non attestés. Bénéfice net pour vous, lire clairement comment un ton façonne la souveraineté. L'enjeu dépasse une visite et un discours. Il touche à la manière dont des nations, surtout lorsqu'elles sont perçues comme périphériques, négocient leur place dans l'espace public mondial. Une phrase peut ouvrir des portes ou rigidifier des cadres. Un silence peut apaiser ou déplacer l'oxygène d'une controverse. Ici, le risque n'est pas l'erreur de forme, mais l'enchaînement qu'elle déclenche. Polarisation médiatique, simplification des intentions, puis requalification hâtive des principes. A l'inverse, la promesse tient dans une discipline observable. Attendre, cadrer, reformuler. Ce chemin n'éteint pas la franchise, il la rend lisible et partageable. En suivant les faits, les délais et les réponses, on verra comment une séquence apparemment locale devient un test de maturité politique, et pourquoi la retenue peut parfois produire plus d'effet que la réplique. En 2 mots, retenons ceci, 48 heures de silence, ont compté davantage que des minutes de réplique. 2 jours après la scène d'Émancipation Park, une intervention télévisée posée a déplacé le centre de gravité du débat autour d'Ibrahim Traoré, non en contestant l'émotion, mais en réinstallant un cadre. Le contexte mérite d'être resserré. La visite était chargée de symboles diasporiques et l'auditoire célébrait une fraternité africaine réaffirmée. Le basculement survient quand une question sur l'autonomie réelle, qui écrit les lois, qui façonne la politique, rompt la cadence. Les applaudissements se fragmentent, la gêne affleure et l'épisode circule aussitôt en extrait. La controverse ne naît pas d'un affront direct, mais d'une ambiguïté. Fraternité revendiquée d'un côté, soupçon d'ingérence perçu de l'autre. Dans ce laps de temps, les signaux s'additionnent, les radios locales amplifient l'extrait, les plateaux comparent les styles, les hashtags s'opposent. Pourtant, la décision institutionnelle est d'attendre. Ce délai devient message, ne pas répondre au feu par le feu, mais installer un principe opérant. Lorsque la parole officielle arrive, elle décentre l'instant. La démocratie est décrite comme pratique quotidienne, la souveraineté comme principe, non comme posture. Le ton calme n'efface pas la question initiale, il la rend traitable. Ce choix requalifie la scène. Pour certains observateurs, Ibrahim Traoré incarne un courage qui bouscule des complaisances historiques. Pour d'autres, le pas de côté est trop abrupt chez un invité. La retenue publique, elle, évite la spirale des égos et referme la tentation du duel. Le débat se déplace. Moins d'intentions prêtées, davantage de règles partagées. Prenons un exemple bref. Sur un plateau télé, l'absence d'emphase stabilise l'audience. Les éditoriaux cessent d'additionner les griefs et commencent à comparer les cadres. Dans la rue, la discussion s'organise. Jeunesse séduite par la franchise, aînés rappelant la patience institutionnelle, majorité demandant du respect des 2 côtés. La question posée plus haut trouve ici une première réponse, le pouvoir du ton. Quand la dignité est jaugée devant le monde, la mesure peut déplacer l'oxygène d'une controverse plus sûrement que la surenchère. Le personnage guide de cette séquence n'est pas celui qui a parlé le plus fort, mais celui qui a tenu le cadre. Le chef du gouvernement jamaïcain apparaît moins comme un protagoniste blessé que comme un gardien de principe chargé de protéger la maison sans fermer la porte aux frères. Cette posture sert de fil conducteur pour lire les impacts précoces, visibles avant même toute recomposition diplomatique. D'abord, la scène télévisée. Le lexique est volontairement ordinaire, presque administratif. Pas de triomphalisme, pas d'attaque personnelle. La démocratie est présentée comme une pratique quotidienne,
entretenu par des règles et des délais, non comme un totem à brandir. L'effet immédiat n'est pas la polémique, mais la stabilisation. Le public passe de la réaction émotionnelle à l'évaluation des principes. Ensuite, la rue et les ondes. Loin d'une polarisation explosive, le clivage reste contenu. Les jeunes saluent la franchise d'un visiteur africain, incarné par Ibrahim Traoré. Les aînés rappellent la longue patience des institutions. Entre les deux, une majorité réclame du respect dans les deux sens. Cette modulation empêche la controverse de se transformer en affrontement identitaire. Enfin, l'observation extérieure. Les éditoriaux régionaux notent qu'une petite île a imposé un tempo calme à une histoire chaude. L'absence de surenchère devient un signal de maturité politique. Sans tambour ni déclaration martiale, un cadre institutionnel reprend la main. Ces effets précoces convergent vers un même enseignement. Le ton peut produire de l'ordre. Quand la parole ne cherche pas à gagner l'instant, elle protège la durée. Tout commence par une célébration. Tambour, drapeau, chaleur du soir, une foule compacte venue saluer des liens diasporiques longtemps rêvés. L'arrivée d'Ibrahim Traoré est accueillie comme un symbole de retour et d'affirmation. Le cadre est festif, la fraternité mise en avant, l'instant chargé d'une émotion collective qui appelle des mots forts. C'est le point d'activation, un espace public prêt à recevoir un message et à l'amplifier. Le basculement survient au cœur du discours. Après l'exaltation de l'unité africaine, une question rompt la cadence. Qui écrit encore les lois? Qui façonne réellement la politique? Le ton change, les applaudissements se figent, les regards hésitent. Ce moment précis marque le passage de la célébration à la tension. La phrase n'accuse pas frontalement, mais elle suggère. En quelques secondes, l'admiration se mêle à la gêne. Les caméras captent l'ambiguïté, les réseaux découpent à bas l'extrait et l'onde médiatique se met en mouvement. La montée s'accélère. À Kingston, les radios diffusent la séquence en boucle. Les plateaux télé opposent audace et retenue. Les hashtags se cristallisent autour de deux pôles antagonistes. En Afrique de l'Ouest, des voix saluent une parole jugée libératrice. En Jamaïque, des éditorialistes évoquent une ligne franchie chez l'ami. Le débat se nourrit d'échos historiques, de mémoire postcoloniale et d'une question centrale. Où s'arrête la fraternité? Où commence l'ingérence? Vient alors le choix décisif. Dans les ministères, l'hésitation est réelle. Répondre vite, ignorer ou attendre. La décision est de temporiser. 48 heures sans réaction officielle. Ce silence n'est pas un vide, il devient un message en soi. Il signale une volonté de ne pas transformer l'incident en duel d'ego. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré poursuit sa tournée. À chaque étape, l'affaire jamaïcaine le suit comme une ombre, requalifiant ses prises de parole et durcissant les comparaisons médiatiques. Le point culminant n'est donc pas une réplique cinglante, mais une apparition tardive. Lorsque le Premier ministre jamaïcain s'adresse enfin à la nation, le ton est posé, presque didactique. Il ne conteste pas l'émotion suscitée par les propos, mais il redéfinit le cadre. La démocratie comme pratique, la souveraineté comme principe, la dignité comme discipline. Cette intervention calme déplace l'axe du débat. La tension retombe sans disparaître. Elle change de nature. Les répliques immédiates forment les premières ondes de choc. Les plateaux comparent désormais les cadres institutionnels plutôt que les intentions personnelles. Dans la rue, les conversations s'organisent autour du respect mutuel. Les chancelleries observent comment un incident symbolique est absorbé sans escalade. L'épisode, né d'une question provocatrice, se transforme en étude de méthode. Ainsi, la séquence suit un fil clair, activation par la célébration, montée par l'ambiguïté, résolution partielle par la retenue. Ce n'est pas la disparition du désaccord, mais sa mise en forme, et c'est là que l'histoire prend sa portée. Quand le ton tient, le cadre tient. Avant l'épisode, l'attention caribéenne pour l'actualité sahélienne restait marginale. Après, elle devient visible et mesurable. La bascule s'observe d'abord dans l'intérêt déclaré. Avant l'épisode, 68% des personnes interrogées en Jamaïque disaient ne pas suivre l'actualité africaine. 2 semaines plus tard, cette proportion tombe à 51%. Autrement dit, 17 points de curiosité gagnés. Ce chiffre ne traduit pas une adhésion idéologique, mais un réflexe d'attention. Quand la fierté est touchée, l'intérêt renaît et se stabilise. Le second indicateur
concerne la couverture médiatique conjointe. La semaine précédant l'incident, on comptait 37 articles et chroniques mentionnant simultanément la Jamaïque et le Burkina Faso. Sur la période suivante, ils sont 432. Le saut est massif. Il ne s'explique pas par une crise formelle puisqu'aucun accord n'a été rompu et aucune sanction annoncée. Il signale plutôt un déplacement de focale. Une scène symbolique suffit à faire cohabiter deux espaces médiatiques rarement connectés. La leçon est simple. Les récits peuvent créer de la centralité sans levier matériel. Troisième mesure, la dynamique numérique. Avant la diffusion des extraits, on relevait environ 400 000 interactions hebdomadaires autour des mots clés liés à la souveraineté jamaïcaine. En 72 heures, ce volume atteint 2,8 millions. L'ampleur compte, mais la texture compte davantage. Une part significative des messages emploie un vocabulaire de clarification, respect, dignité, égalité, plutôt que d'invective. Cela indique que l'audience ne s'est pas seulement polarisée, elle a aussi débattu des principes. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré agit comme déclencheur, tandis que la réponse mesurée agit comme filtre. Ces chiffres doivent être lus ensemble. Pris isolément, chacun pourrait n'être qu'un emballement passager. Mis en série, ils dessinent une trajectoire. Attention accrue, coprésence médiatique, débat requalifié. L'effet n'est pas une victoire d'image pour l'un contre l'autre, mais l'installation d'un espace de discussion plus large. Les micronations y gagnent une capacité rare, influencer l'agenda sans dominer la narration. La comparaison avec des épisodes antérieurs aide à comprendre l'écart. Dans des cas récents, la montée d'attention était corrélée à des crises économiques ou sécuritaires. Ici, l'équivalent d'attention est atteint sans choc matériel. Cela suggère une mutation. La diplomatie contemporaine se joue aussi sur la gestion du ton et des délais. 48 heures de serpent mordu de silence peuvent peser plus qu'une avalanche de communiqués parce qu'elles laissent au public le temps de reformuler la question. Enfin, ces données éclairent un point souvent négligé, la durabilité. L'attention retombe toujours, mais les traces demeurent. Les recherches en ligne pour Burkina Faso News progressent dans la Caraïbe anglophone, tandis que les émissions politiques jamaïcaines citent pour la première fois le Sahel comme référence diplomatique. Le bruit numérique devient carte géopolitique. La preuve n'est pas spectaculaire, elle est cohérente. En somme, les deltas comptent. 68 vers 51, c'est la curiosité qui remplace l'indifférence. 37 flèches, 432, c'est la centralité créée par un échange symbolique. 400 000 flèches, 2,8 millions, c'est la vitesse des récits. Ensemble, ils montrent comment une séquence verbale, cadrée par la retenue, produit un pouvoir narratif mesurable. Deux lectures solides structurent l'analyse et chacune mérite d'être formulée à son meilleur niveau avant toute réponse. La première, favorable à Ibrahim Traoré, voit dans sa franchise un électrochoc nécessaire. Selon ses partisans, la diplomatie africaine a longtemps été corsetée par une prudence héritée qui confond retenue et effacement. Dans cette lecture, poser une question dérangeante en public n'est pas une maladresse, mais un acte de rééquilibrage symbolique. La visite en Jamaïque prolongerait ainsi un message adressé d'abord à l'Afrique. Reprendre la narration, rappeler que la fraternité ne doit pas masquer les rapports de dépendance et accepter le coût d'une parole qui bouscule. Les réactions positives, observées chez de nombreux jeunes, confirment, selon eux, que cette audace répond à une attente générationnelle de clarté. La seconde lecture défend la posture jamaïcaine. Elle soutient que la retenue n'est pas faiblesse, mais discipline institutionnelle. Dans cette perspective, répondre à chaud aurait déplacé le débat vers un affrontement d'ego, au détriment des principes. Attendre 48 heures, puis reformuler calmement, permet de rappeler une règle simple. La souveraineté se pratique à l'intérieur d'un cadre, et ce cadre protège autant l'hôte que l'invité. Les défenseurs de cette ligne soulignent que les indicateurs de confiance intérieure se sont stabilisés, voire légèrement améliorés, preuve que le public a perçu la patience comme une force. Pour eux, la dignité jamaïcaine s'est exprimée précisément par l'absence de surenchère émotionnelle.
La réponse se situe dans la tension entre ces deux forces, non dans leur annulation. La franchise de Traoré, sans la retenue institutionnelle, serait restée une polémique éphémère. La retenue jamaïcaine, sans la question provocatrice, n'aurait pas produit de clarification collective. Par contraste, chaque posture a révélé la valeur de l'autre. L'audace a créé l'attention. La mesure a donné la forme. Ensemble, elles ont transformé un incident en laboratoire politique. C'est là que le Stillman prend tout son sens. Reconnaître la sincérité d'un cri ne dispense pas d'exiger la solidité d'un cadre. A l'inverse, défendre la méthode ne nécessite pas de disqualifier l'émotion. L'épisode montre qu'une diplomatie mature peut absorber la franchise sans se refermer et qu'une parole indépendante gagne en portée lorsqu'elle accepte d'être relue par des institutions stables. Ainsi, aucune des deux positions ne gagne seule. Ce qui s'impose, c'est leur complémentarité involontaire. Et si la vraie question n'était pas de choisir entre audace et retenue, mais d'apprendre dans quel ordre les mobiliser? À ce point précis, le récit change de nature. La tempête médiatique s'apaise, mais l'attention mondiale ne se dissipe pas. Elle se transforme. La controverse cesse d'être un affrontement verbal pour devenir une réflexion partagée sur la manière d'exercer la souveraineté. Le centre de gravité glisse du contenu des mots vers leur cadence, du volume vers la tenue. La formule prononcée par le Premier ministre jamaïcain, la dignité se pratique, elle ne se proclame pas, circule largement. Elle ne répond pas directement à la question initiale, mais elle la requalifie. En miroir, l'absence de réplique immédiate d'Ibrahim Traoré produit un effet inattendu. Sa parole initiale n'est pas annulée, elle est relue. Le public commence à interpréter l'épisode comme un dialogue différé entre deux styles politiques plutôt que comme un duel. Ce déplacement est décisif. Là où l'on attendait une escalade, apparaît une respiration. Les éditoriaux cessent de compter les torts et s'attachent au principe. Les réseaux ralentissent, non par lassitude, mais par maturation du débat. La question centrale se reformule. Peut-on affirmer sa dignité nationale sans fragiliser celle de l'autre? À mi-parcours, le récit tient désormais sur une ligne claire. L'audace a ouvert la scène. La retenue en a redessiné les contours. Et c'est cette combinaison, plus que l'incident lui-même, qui maintient l'audience attentive. Les effets de l'épisode se lisent désormais à hauteur d'acteurs. Ils ne sont pas uniformes. Ils se distribuent selon des rôles et des attentes distinctes avec des conséquences intangibles. Du côté des nations, dans l'espace caribéen, la séquence a servi de rappel collectif. Plusieurs capitales ont rouvert un débat sur la souveraineté symbolique et la manière de la défendre sans rompre les liens sud-sud. Des communiqués conjoints ont évoqué le respect et le partenariat comme principes opérants, non comme slogans. L'intérêt n'est pas la convergence parfaite, mais la coordination minimale. Parler d'égal à égal devient un objectif explicite. Dans cette requalification, l'intervention initiale d'Ibrahim Traoré agit comme déclencheur, tandis que la réponse jamaïcaine fournit la méthode. Du côté des diplomates, dans les forums multilatéraux, l'épisode est cité comme exemple d'absorption d'un désaccord sans escalade. Des représentants africains soulignent qu'une parole franche peut ouvrir des canaux, à condition d'être relue par des institutions stables. Du côté burkinabé, les demandes de rendez-vous bilatéraux augmentent dans les semaines suivantes, signe que la visibilité s'est accrue sans créer de blocage. La controverse devient un laboratoire. Tester jusqu'où l'audace peut aller sans rompre le cadre. Ici, le bénéfice est procédural plus que symbolique. Du côté des citoyens et de la nouvelle génération, les réseaux sociaux se transforment en amphithéâtre civique. En Jamaïque, une majorité d'étudiants déclarent avoir regardé au moins un extrait du discours et de la réponse télévisée. Au Burkina Faso, des clubs de débat utilisent la scène comme étude de rhétorique. Comment parler fort sans mépriser, comment écouter sans plier. Cette appropriation dépasse le clivage pour devenir pédagogique. Ibrahim Traoré n'est plus seulement perçu comme un dirigeant charismatique. Il devient un cas d'école sur la responsabilité de la parole publique. Du côté de la région élargie et des observateurs économiques, les indicateurs d'image montrent une amélioration de la couverture positive des relations sud-sud dans la zone atlantique.
Des organisations régionales évoquent finalement des formats de dialogue afro-caribéens plus réguliers. Rien n'est signé, mais le climat change. La discussion n'est plus défensive, elle devient prospective. Les marchés, eux, ne réagissent pas par des chocs, signe que l'incident est perçu comme maîtrisé. La stabilité narrative protège la stabilité matérielle. Pris ensemble, ces effets dessinent un motif commun. La parole cesse d'être performance pour redevenir outil politique. La controverse n'a pas divisé durablement. Elle a obligé chaque groupe à préciser ses règles du jeu. Pour les États, clarifier la souveraineté. Pour les diplomates, tester la méthode. Pour les citoyens, apprendre la mesure. Pour la région, ouvrir des passerelles. Le paiement de la curiosité promise au point médian se trouve ici. Le calme n'a pas éteint l'audace, il l'a rendue productive. En ce sens, l'épisode n'est pas un accident, mais un révélateur. Il montre comment un choc verbal, s'il est cadré, peut produire des conséquences concrètes sans coûter la relation. 3 trajectoires se dessinent désormais, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture. La première est celle de la continuité. Les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso se normalisent sans éclat, mais sans crispation. Les échanges culturels et universitaires amorcés après l'épisode se poursuivent à bas bruit. La Jamaïque maintient une diplomatie de la dignité active, fondée sur la transparence et le respect des cadres. Du côté burkinabé, la parole publique conserve son ton indépendantiste, tout en privilégiant des passerelles concrètes. Si la constance l'emporte, alors la controverse initiale devient un précédent maîtrisé, intégré comme référence de méthode plutôt que comme blessure durable. La deuxième est celle de l'élan. L'épisode sert de catalyseur régional. Des institutions comme CARICOM et la CEDEAO explorent des formats de dialogue afro-caribéens plus structurés. La diplomatie du respect pour une Jamaïcaine est reprise dans des programmes éducatifs, tandis que la figure d'Ibrahim Traoré gagne une stature générationnelle, non pour la provocation, mais pour avoir ouvert un débat de fond. Si les acteurs institutionnels s'approprient la leçon, alors la parole devient outil de coopération et non de friction, et les alliances sud-sud se densifient sur des bases symboliques solides. La troisième est celle du retour de flamme. Une phrase sortie de son contexte, un projet économique mal communiqué ou une surinterprétation médiatique rallume les susceptibilités. Les nuances se perdent, la presse internationale réduit l'histoire à une rivalité d'ego et les opinions publiques se raidissent. Si la constance du ton se fissure, alors la sincérité peut être relue comme soupçon et la fierté comme fermeture. Les forums se vident, les échanges se figent et l'épisode est requalifié en occasion manquée. Ces scénarios partagent un point commun. La variable décisive n'est pas l'événement initial, mais la discipline qui suit. La parole ouvre des possibles. La manière de la gérer les referme ou les élargit. Entre optimisme et crainte, la recommandation est une posture intellectuelle. Traiter la dignité comme une ressource à entretenir, pas comme un drapeau à brandir. À ce stade, l'épisode cesse d'être seulement diplomatique. Il touche des situations ordinaires que le spectateur reconnaît. 3 cercles d'impact se dessinent, chacun avec des implications concrètes et des marges d'action modestes. Pour les citoyens attentifs à la parole publique, beaucoup se reconnaissent dans la tension vécue à Kingston. Comment affirmer une position sans humilier ? Comment répondre sans s'abaisser ? La séquence offre un repère pratique. Elle montre que le délai peut être un outil, que l'attente n'est pas une capitulation, et que reformuler vaut parfois mieux que répliquer. L'enseignement est simple. Le ton choisi aujourd'hui conditionne l'espace de dialogue demain. Pour les jeunes engagés et étudiants, l'impact est pédagogique. Les extraits du discours et de la réponse deviennent des supports de débat. On y dissèque le rythme, les mots, les silences. La question n'est plus de savoir qui a gagné, mais comment articuler courage et courtoisie dans un monde saturé d'images. Des clubs de discussion utilisent l'épisode comme étude de cas. Parler fort sans mépriser, écouter sans se renier. La figure d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un déclencheur de réflexion, plus que comme un modèle à imiter à l'identique. Pour les professionnels, cadres associatifs ou institutionnels, la séquence rappelle que les controverses publiques ne se gèrent pas uniquement par des communiqués. Elles demandent une architecture du temps. Décider quand parler, à qui
et sur quel registre. L'exemple jamaïcain suggère qu'un cadre clair, posé tardivement mais fermement, peut stabiliser une situation sans fermer les canaux. Le bénéfice est opérationnel. Moins d'escalade, plus de lisibilité. 2 gestes concrets émergent pour tous. D'abord, écouter avant de qualifier, afin d'éviter la surinterprétation immédiate. Ensuite, parler pour construire, non pour conclure trop vite. Ces gestes paraissent modestes, mais répétés, ils produisent une force cumulative. En rapprochant la scène internationale de l'expérience quotidienne, l'épisode devient un miroir. Il rappelle que la dignité n'est pas réservée au sommet. Elle se pratique dans chaque interaction où le pouvoir, même symbolique, est en jeu. La sortie durable de la controverse ne tient pas à un geste spectaculaire, mais à une méthode en plusieurs étapes, observable et mesurable. 5 jalons résument cette approche de réconciliation lente, où la dignité devient un processus plutôt qu'un slogan. D'abord, clarifier les principes. Un groupe de travail afro-caribéen formalise une charte commune sur la souveraineté et le respect mutuel. L'objectif est simple, fixer noir sur blanc que la fraternité n'annule pas l'autonomie. Qui agit? Des représentants institutionnels des 2 côtés. Quand? À court terme. Comment mesurer? Adoption publique du texte et référence explicite dans les discours officiels. Ensuite, éduquer par le dialogue. Des ateliers civiques utilisent les prises de parole d'Ibrahim Traoré et la réponse jamaïcaine comme étude de cas complémentaires. L'enjeu n'est pas de trancher, mais d'apprendre à lire le ton, le rythme et le contexte. Indicateur. Nombre d'établissements impliqués et diversité des publics touchés. Puis connecter les jeunes acteurs. Des programmes d'échange soutiennent des projets culturels et environnementaux communs. Qui? Ministère de la Jeunesse et partenaires associatifs. Quand? Cycle semestriel. Mesure. Taux de collaboration mixte et continuité des projets au-delà du financement initial. Après cela, instituer un canal permanent. Un secrétariat de dialogue afro-caribéen filtre les malentendus médiatiques avant qu'ils ne deviennent symboliques. Son rôle est préventif. Indicateur. Délai de clarification et baisse des escalades publiques. Enfin, partager les résultats. Tous les 6 mois, une session publique expose les avancées des projets conjoints à la perception d'opinion. La transparence transforme la dignité en métrique de maturité démocratique. Prise ensemble, ces pas montrent une chose. La réparation passe par la méthode, non par le spectacle. La parole de Traoré a ouvert la question. La structure permet désormais d'y répondre dans la durée. Le motif qui revient n'est pas celui de la confrontation, mais celui de l'apprentissage. Dans une salle de classe de Saint Andrew, un enseignant projette 2 extraits. D'abord la réponse posée du Premier ministre jamaïcain, ensuite un passage du discours d'Ibrahim Traoré, où la voix s'élève, fière, pressante. Les élèves n'analysent pas qui a raison, ils observent le ton, la respiration, la tenue. 2 styles, 2 tempéraments, une même exigence, parler pour élever. Ce rappel renvoie au personnage guide évoqué plus tôt, le gardien du cadre. Protéger la maison sans fermer la porte. La scène scolaire en devient l'écho concret. Les silences comptent autant que les phrases. La retenue n'efface pas le courage, elle lui donne une durée. De l'autre côté, la franchise n'est pas annulée. Elle est relue, replacée dans un espace où elle peut produire autre chose que du bruit. Pour beaucoup, l'épisode cesse alors d'être un fait d'actualité. Il devient une leçon de civisme applicable bien au-delà de la diplomatie. Comment dire non sans humilier? Comment affirmer sans écraser? Ibrahim Traoré reste au centre de cette réflexion, non comme figure à idolâtrer ou à blâmer, mais comme catalyseur involontaire d'un débat plus vaste sur la responsabilité de la parole publique. Le calme revient comme un refrain, non pas un calme passif, mais une force douce, capable de contenir l'émotion sans la nier. Dans ce miroir, une idée s'impose, simple et durable. La dignité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Lorsque l'histoire se referme, il reste un espace à habiter. Ni celui des slogans, ni celui des verdicts rapides, mais celui de la discussion informée. L'épisode observé entre Kingston et Ouagadougou rappelle que la diplomatie contemporaine ne se joue plus seulement dans les traités, mais dans la manière dont les paroles circulent, sont reçues, puis reformulées par les sociétés. À ce titre, chacun devient un maillon du récit collectif. Pour les lecteurs et spectateurs, l'invitation est simple,
revenir aux faits, comparer les cadres, observer les délais. Se demander non pas qui a gagné l'instant, mais qui a protégé la relation. Dans un monde saturé d'images et d'indignations successives, cette discipline est rare. Elle mérite d'être pratiquée, partagée, discutée. Les médias, les écoles, les associations y trouvent un terrain commun. Apprendre à lire le ton autant que le contenu. Si cette analyse vous a été utile, prolongez-la par l'échange. Partagez-la avec ceux qui s'interrogent sur la souveraineté, la dignité et le respect des mutuelles. Discutez-en sans chercher à conclure trop vite, car la valeur d'un tel épisode tient moins à sa clôture qu'aux questions qu'il laisse ouvertes. Alors, pour ouvrir la suite, dans vos propres débats, choisissez-vous la tempête des mots ou la patience du cadre.